Merci beaucoup. Alors, Fabrice, rapidement, s'il te plaît. Très, très, très rapidement, effectivement, il y a des questions qui sont non résolues. Désolé, il va y avoir quelques redondances, mais pour un orthopédiste, enfoncer le clou n'est pas un luxe. La formation des opérateurs juniors qui évaluent, qui valident. Je vais donner un exemple récent, une formation faite pour les internes d'orthopédie à Rouen sur les prothèses de genoux, au Medical Training Center, sur des corps fournis par le centre de don du corps, trois fabricants présents avec des ancillaires de pose et des implants, des formateurs qui étaient des chirurgiens, dont un chirurgien libéral et un chirurgien d'hôpital périphérique qui viennent d'être nommés professeurs associés, et ça c'est un gros point important, qui n'évalue pas. C'est pas le directeur du centre de simulation, c'est pas l'anatomiste ni son technicien, ce ne sont pas les industriels, ce ne sont pas les chirurgiens. Effectivement, l'évaluation, bah, malheureusement, c'était pas prévu, et le responsable universitaire de la discipline n'a pas été sollicité, ni l'agrément par le collège de chirurgie orthopédique et traumatologique. Ça s'étend à toutes les formations, qu'elles soient sur le corps ou sur des éléments virtuels. En interrogeant les participants après, mais ils avaient tous été très contents. Les encadrants aussi, et surtout les jeunes chirurgiens qui les encadraient, étaient très, très intéressés de ce qu'ils avaient fait. L'évaluation pré-enseignement n'avait pas été faite et c'est dommage. L'évaluation post-enseignement non plus. Le débriefing non plus. Il devrait faire partie de tous les cahiers des charges de nos sessions d'enseignement. Les apprenants, en parlant avec eux, ont identifié secondairement des manques et surtout des manques dans les matières fondamentales sur la biomécanique articulaire et sur les biomatériaux. Certaines discussions pouvaient leur passer un peu au-dessus de la tête. Ceci aurait pu être fait en amont avec une évaluation type classe inversée avant la session de formation. Le débriefing non fait pour les formateurs avec l'identification secondaire des difficultés d'organisation matérielle de la préparation et d'organisation didactique des exposés théoriques. Donc, non, je suis toujours là, je suis toujours réel. Si ça c'est C'est comme on va faire tout simplement. On va faire comme ça. Voilà, vous pouvez parler. bon, donc, un autre point, je voudrais juste faire un trait plaidoyer pour un cahier des charges qui pourrait inclure l'évaluation et donc la validation dans toutes les sessions d'enseignement que nous pouvons faire, comme on inclut les moyens matériels et humains, comme on devrait inclure les objectifs de formation, les objectifs inscrits dans un parcours de qualification, des grilles d'évaluation et des conditions de validation des compétences acquises sous l'égide d'un titulaire de la discipline publique. Et ceci va peut-être prendre encore plus d'importance avec la certification périodique, puisqu'elle est parue au Journal officiel au mois de mars de cette année. Elle impose des référentiels de certification par les conseils nationaux professionnels, des sessions de formation DPC ou EPC qui devront être validées par un représentant accrédité par ce CMP de la discipline. Donc, il est important de les inclure d'emblée. Et ça a déjà été évoqué précédemment, la formation des formateurs qui évaluent, qui valident. Bien entendu, ce seront les représentants de la discipline concernée, les collèges de discipline concernée et le Conseil national professionnel, en espérant que ces personnes et ces structures s'accordent pour travailler ensemble. D'un point de vue de perception des apprenants, c'est le premier étage de la pyramide assez classique dans l'évaluation des formations. Le deuxième étage, c'est l'évaluation des apprentissages. Qu'ont-ils appris avec ces sessions de simulation en termes de connaissances, d'habiletés techniques, d'attitudes appropriées. Le troisième niveau concerne le comportement, avec un excellent travail qui avait été publié par les collègues anesthésistes sur la gestion de situations de crise et l'évaluation du comportement dans ces moments et la capacité de garder toutes ces compétences et éviter donc les phénomènes de panique. Et enfin, le quatrième étage, celui de l'intérêt pour le patient, sur l'étude des résultats qui fera partie de ces conditions de validation des spécialités avec une véritable labellisation d'un parcours dans une formation
diplômantes. Et j'ai pris comme exemple le cahier des charges des chirurgiens de la main, qui est un parcours particulièrement difficile, mais qui permet quand même en France d'avoir une couverture nationale de tous les territoires, avec des gens extrêmement entraînés à la prise en charge des mains complexes. Donc une nécessité de continuer de développer une culture de l'évaluation avec des référentiels bien établis, des évaluations pré- et post-enseignement, la séance de débriefing telle qu'elle est recommandée, la formation des formateurs par les collèges de spécialité, tout ceci pour une véritable logique de validation sous l'égide, encore une fois, de ces collèges de spécialité. On pourrait conclure qu'à toute formation des opérateurs s'impose une évaluation adaptée et une validation justifiée. Je vous remercie. Si d'avoir été clair et concis Chirurgical. sur un sujet extrêmement complexe. Est-ce que vous avez des questions particulières à poser sur évaluation et formateur? Sujet qui est encore assez peu résolu. Pour l'évaluation, on a on a le choix, on a deux jours. Oui, beaucoup de moyens. Beaucoup de moyens. Beaucoup de moyens. Il suffirait d'y penser. Avant, juste après et à distance. Voilà. Et de savoir sélectionner le moyen adapté. Oui, bien sûr. Et donc de définir à l'avance participation. Ouais, j'ai une question à poser sur la formation des formateurs. C'est un gros problème. À votre connaissance, est-ce qu'il y a des universités ou des structures qui proposent des formations de formateurs en simulation? La Soprasim, je crois. J'allais proposer de laisser répondre le responsable de la Soprasim. C'est une thématique centrale de la Soprasim. On en a parlé hier. La Soprasim, dont je suis l'un des vice-présidents, organise des formations de formateurs en simulation courte, 24 de jours, permet d'avoir une attestation et les objectifs sont complètement applicables à la chirurgie. Généralement, la plupart des centres de simulation qui sont affiliés à la Soprasim proposent des centres de formation de formateurs. Il faut se rapprocher de cela parce que c'est beaucoup de dentistes ordinateurs, mais c'est complètement transposable à la chirurgie. Et le point que tu soulèves est central parce que n'importe quel formateur de ce type de session qui sait, à l'issue de cette formation, pour faire un pré-test, il faut une enquête de satisfaction au niveau 1 d'échelle, la fameuse pyramide, mais l'évaluation des habiletés techniques avec ses difficultés méthodologiques, mais il y a des outils validés et central pour assurer la traçabilité vis-à-vis des partenaires, mais surtout vis-à-vis des institutions. Et on rejoint le débat depuis cet après-midi. Donc, c'est effectivement, ils sont faciles, c'est prêt à pousser dans ce sens pour proposer spécifiquement aux chirurgiens volontaires des formations courtes. Oui, merci beaucoup. Vous faites allusion à la culture. Dans la spécialité, le pourcentage d'étudiants qui redoublent ne serait-ce qu'un semestre dans leur cursus, c'est moins de 1%. Dans le fellowship des chirurgiens participants aux États-Unis, c'est 30% de chèque. Quand on regarde le CAP de cuisinier, c'est 30% de chèque. Donc, on va créer une évaluation à deux échelles, celle médicale des connaissances et comportementales soft, et une évaluation dure, technique, avec des écarts entre les deux qui risquent d'être très importants si on veut bien faire, parce que je ne sais pas ce que c'est qu'une formation, où il y a un pourcent d'échec. Ça, c'est pas possible. Donc, comment vous voyez les choses? Alors, je vais reprendre à l'envers. Moi, j'ai vu valider des gens parce qu'on ne pouvait pas ne pas les valider. C'était trop compliqué. Les craintes des recours et tout. Et il y avait besoin d'un assistant le 2 novembre, alors qu'il finissait le 31 octobre. Il n'était pas question de ne pas les valider. C'est triste à dire, mais c'est une réalité. En ce qui concerne ensuite la validation avec le risque d'échec, ça s'anticipe. Ça s'anticipe avec un portfolio ou un logbook, un suivi régulier. Là encore, l'informatique permet de le faire. On peut faire du Tetris sur de l'Excel, mais on peut avoir aussi des programmes de suivi complets de formation avec la validation des feux verts qui s'allument les uns après les autres et qui permettent justement de progresser, d'aider un candidat dans son développement. C'est d'où l'importance des débriefings. Qu'est-ce qui t'a manqué dans cette partie?
compris qu'est-ce qui était un sujet de difficulté pour que je sois rattrapé, formé, compensé et qu'on puisse éviter l'échec. Que l'échec ne soit pas une notation de fin de parcours, mais qu'on ait un parcours suivi. Je vais prendre un terme très à la mode, un coaching. Il y a une difficulté qu'on a aussi, c'est quand on voit qu'on a des étudiants qui sont en difficulté en terrain de stage, en raisonnement clinique, etc. Il y a aussi des étudiants qui sont en difficulté dans les habiletés techniques. Et le problème de notre maquette en 3 phases, c'est qu'à la fin de la phase SOP, on doit faire un contrat pédagogique avec eux. Et c'est le moment quand même où on se réunit avec l'étudiant et on dit, mais est-ce que tu es OK? Est-ce que tu as envie de continuer? Nous, on a le sentiment que tu as tel point, tel point, tel point de difficulté, mais on est à la fin de la phase SOP, ce qui est un moment clé. Et d'un autre côté, on sait très bien qu'il y a un problème de maturation des activités techniques. Et c'est trop tôt pour évaluer, je dirais, les habiletés de quelqu'un. C'est ça qui est difficile, c'est que après, le type est engagé dans le cursus, on a validé son contrat pédagogique, on a des difficultés à lui mettre un drapeau rouge, et peut-être qu'effectivement, l'année dernière, on a eu, au moment de quelqu'un qui avait parlé de la pratique thérapie. En fait, on entraînait les étudiants comme des sportifs de niveau, et on leur faisait répéter les gestes. Et donc, effectivement, c'est difficile après de mettre un drapeau rouge. Par contre, offrir l'opportunité de dire, attends, là, tu l'as mal fait, et tu vas le refaire, et tu vas encore le refaire jusqu'à ce que tu arrives. Je pense que les écoles de chirurgie et les plateformes de civil, elles sont... Oui, puis là, c'est assez personnel parce que la formation par l'humiliation, on a vu que c'était ce qu'il y avait de plus mauvais. Donc, dire à quelqu'un au staff, non, mais toi, tu as 2 mains gauches, de toute façon, tu pourras pas opérer, ça va pas. En revanche, en tant que responsable de l'anatomie, j'ai à plusieurs reprises pris en charge des internes parce que le chef de service me disait, il faut absolument qu'il dissèque. Et effectivement, il a 2 mains gauches, je confirme, mais ils ont pu apprendre, d'ailleurs en même temps apprendre l'anatomie, la maîtrise, la confiance en soi, et finalement revenir au niveau du niveau de formation qui était demandé. En tous les cas, ce qu'on retient, le point important, c'est évitons d'arriver à la fin du parcours en disant. C'est pas normal, il y a 5 ans, on peut s'en rendre compte avant. Si on a vu, vous avez parlé aussi d'un sujet dans la recherche. Et vous avez dit que les écoles de chirurgie ont peut-être un rôle à jouer dans les procédures de recertification. Moi, le collège, de neurochir, on a été interrogé pour valider les programmes avec les CLP, les programmes de recertification, validés par les CLP, qui sont biologiques par le Conseil de l'ordre, etc. On voit que ça patine un peu en ce moment, la recertification. Mais justement, moi, ce qui m'a choqué, c'est que dans le programme qu'on nous a demandé de valider, le parcours voilà, enfin, il y a les 4 points qu'on connaît bien dans la recertification, on ne va pas y revenir, mais à aucun moment, les aptitudes techniques, les habiletés ne sont évaluées. Un pilote d'avion, il fait 4 vols par les voitures en mois. Et puis le reste du temps, il fait de la civile, il fait d'autres choses. Nous, on est dans des spécialités à risque où on n'est jamais, alors peut-être on a notre collègue américain qui peut répondre, mais dans la recertification en France, il n'est pas prévu à aucun moment de réévaluer les aptitudes techniques des chirurgiens. Et quelque part, ça nous perturbe un peu. Pour être à la SSM, la Commission nationale de certification, ça patine complètement, d'ailleurs, on peut dire que c'est vraiment démarré, justement, parce que les référentiels qui ont été proposés par les différents CLP, dont les CLP de 13 spécialités chirurgicales, n'ont pas pris en compte ces éléments, en pensant que de toute façon, c'était des registres, etc. Mais c'est tout à fait juste. Je dis volontiers que le vice-président du CLP prend ma responsabilité. Il est encore temps de dire non, nous on fait de la chirurgie, pas la biologie. Notre collègue américain peut-être peut répondre. Vous voulez répondre sur la recertif aux États-Unis? Est-ce qu'aux États-Unis, on réévalue les aptitudes, skills, ou non, on recertifie? Non. Ok, bon, on va se rendre là, parce que là, je peux être en ligne. Merci beaucoup.